temps. Ouais. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette nouvelle Malte Academy. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un pourrait potentiellement répondre dans le chat si c'est bon pour vous? Super, merci beaucoup. Alors donc déjà pour me présenter rapidement, donc de mon côté, je suis Joachim Di Stefano de l'équipe Community chez Malte, qui est en charge donc de l'animation et l'accompagnement de notre communauté freelance. Aujourd'hui, donc c'est donc Marc Noël, DSI, consultant et CEO de Skills for All, qui nous fait l'honneur d'animer cette Malte Academy. Et pour rappel, le sujet est les 7 erreurs qui tuent l'agilité en entreprise. En attendant que tout le monde puisse se connecter, je vais vous faire une rapide introduction sur les Malte Academy et Malte. Donc, les Malte Academy, qui pour certains c'est la première, sont proposées par Malte pour permettre à sa communauté d'avoir un accès rapide à la formation par leurs pairs ou autres intervenants extérieurs spécialisés. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Malte, donc nous sommes une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. On a la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance en Europe, avec 290 000 freelances et plus de 90 000 clients qui travaillent avec nous. Si vous êtes freelance, vous pouvez trouver des nouvelles opportunités de mission dans notre plateforme en bénéficiant d'un certain nombre de services ainsi que nos différents partenariats et événements que nous proposons actuellement en ligne et espérons le plus fréquemment possible en présentiel en 2022. Et vous retrouverez bien sûr toutes ces informations sur notre site malte.fr. Donc, du coup, je vais maintenant laisser la parole à Marc Noël. Et donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à utiliser le chat pour vos questions. Et bonne Malte Academy à tous et à toutes. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Chat a priori, oui, ouais, tout le monde, je vois que Gaël est en train de... Magnifique, super. Je suis ravi, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de faire cette petite présentation pour vous. L'idée, effectivement, c'est de mettre en avant un certain nombre de choses que vous vivez peut-être chez vos clients concernant l'agilité. L'agilité, évidemment, ça, on en parle depuis des années, tout le monde se dit agile, les entreprises voilà, ont décrété être agiles à un moment donné et se pensent agiles. Mais en fait, il y a un certain nombre d'erreurs qui sont régulièrement faites et elles sont tellement régulièrement faites que ça nous a donné envie de vous en parler et puis de vous donner les quelques clés, si vous n'en disposez pas déjà, qui permettent de faire face à cette situation-là. Alors, en termes de déroulé, on va parler de ces 7 fameuses erreurs qui tuent vraiment l'agilité. Aujourd'hui, on en est à une deuxième, voire une troisième vague, où en fait, l'agilité a été adoptée dans les organisations. Il y a des équipes agiles qui commencent à fonctionner ou qui fonctionnent parfois même depuis plusieurs années. Et on en est à une V2, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui nous disent, mais en fait, ça marche pas mieux qu'avant. Les gens sont épuisés, on n'y arrive pas, c'est pas clair, on préférait l'ancienne manière de fonctionner, les Scrum Masters, on sait plus quoi en faire, le Product Owner, etc., on n'arrive pas à l'avoir, il y a déjà une équipe projet qui est en place, et comment est-ce que je fais pour articuler de la gestion de projet classique et puis de l'agilité? Bon, il y a plein de questions aujourd'hui qui se posent, qui sont liées au fait qu'il y a déjà eu pas mal d'expérimentation. Bonjour à tout le monde, hein, d'expérimentation de l'agilité, et qu'on en est finalement à la phase d'après. Et c'est pour ça qu'on peut commencer à tirer un bilan et faire un certain nombre de préconisations. En tout cas, c'est le challenge de ce midi. Voilà, donc je m'appelle Marc-Noël Fauvel, j'ai créé un organisme de formation en digital qui s'appelle Skills for All. Ça fait 4 ans. On est vraiment sur tout ce qui est métier de l'informatique et tout ce qui est autour de la transformation digitale. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est pas le sujet de ce midi. Alors, le sommaire, on va commencer par réintroduire un tout petit peu le sujet. On va regarder les objectifs qu'on va se fixer aujourd'hui. On va faire un long constat de ce qu'il ne faut pas faire, hein, bien sûr, de ce qu'il faut faire ensuite, et on va conclure avec, j'espère, un certain nombre de contenus qui vous auront été apportés entre deux. Une petite digression, n'hésitez pas
J'ai le chat sous les yeux là. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Je sais pas vous, mais j'ai pas tellement envie que ça soit descendant comme une sorte de cours en classe. On a tous passé l'âge, enfin je pense. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation. Si vous voulez poser des questions, faites-le dans le chat. Je garde un œil sur le chat et je serai absolument ravi d'y répondre. Voilà, donc j'ai un passé d'opérationnel un petit peu ancien maintenant. J'ai été un DSI d'une grande administration. Ensuite, je suis passé dans le conseil et dans la formation. Et puis ensuite, j'ai créé cette entreprise donc, et on fait beaucoup appel à du freelancing. On forme beaucoup de freelances qui cherchent à acquérir des compétences dans tous ces domaines de l'agilité, de la gestion de projet, mais surtout des certifications. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une liste de courses là, à côté de mon CV, parce que je me suis toujours certifié au fur et à mesure sur tous ces référentiels-là. Ça apporte toujours énormément et ça permet de pas réinventer la roue systématiquement. Il y a plein de certifications, il y a plein de méthodes qui existent sur tous ces sujets-là. Ça, je fais pas de la vente, on s'en fiche. On est en train de se dire qu'on va parler ici de Scrum, qu'on va parler de l'agilité, que l'agilité, c'est un des aspects fondamentaux de la livraison aujourd'hui des services informatiques. Et puis, c'est quelque chose qui peut remonter dans tous les étages en fait de l'organisation. Il y a des méthodes qui permettent de faire ça, comme SAFe par exemple, il y en a d'autres qui permettent de faire ça, Scrum of Scrum, il y en a toute une série. Et c'est complètement intégré à une démarche de gestion de projet classique, par exemple. C'est pas parce qu'on fait du Scrum qu'on peut pas faire de la gestion de projet. En fait, on va le voir ensemble dans un instant. C'est parfaitement complémentaire. Et ça va aussi avec une démarche de PMO, avec une gestion de programme, avec de l'architecture des systèmes d'information, de la gouvernance. Tout ça, ça s'enchasse particulièrement bien. Je vous ai mis cette stade-là pour que vous voyez un certain nombre de certifs, de meilleures pratiques qui peuvent exister, qui existent et qui peuvent apporter de la valeur pour vous et au service que vous rendez à vos clients finaux. Et peut-être même ce sont des choses qui vous sont demandées par vos clients finaux avant de pouvoir commencer une mission. Et donc là, du coup, ça vaut le coup. Vous l'aurez sous les yeux et vous pourrez vous en inspirer. Alors maintenant, c'est cette fameux point, c'est cette fameuse erreur qu'il ne faut pas commettre. Alors la première, l'agilité, c'est globalement comme avant, mais avec des mots différents. Bon, alors ça, c'est beaucoup vu, c'est des remarques qu'on me fait beaucoup en formation et en conseil. On me dit, ouais, bah, vous êtes tous rigolos avec votre agilité, mais on fait ça depuis des années. C'est pas vraiment différent. Bon, vous appelez ça des user stories alors qu'avant on appelait ça des exigences. Vous faites des sprints, mais en gros c'est des phases qui sont de durée rapprochée, etc. Bref, on fait la même chose, mais avec d'autres noms. Bon, ça c'est pas du tout vrai. Je vais même dire c'est complètement faux. Je veux dire le mode de fonctionnement en agile, c'est plus le mode de fonctionnement en déterministe parce qu'il y a besoin de s'appuyer sur d'autres valeurs. Je veux dire, si on veut aller vite, parce que c'est ça l'idée de l'agilité derrière. C'est quoi l'agilité? C'est s'adapter très rapidement à des environnements changeants et à des besoins changeants. Et donc, pour faire ça, il faut que tout le monde s'y mette. On ne peut pas juste dire la tête est agile et les jambes sont coulées dans le béton. Ça, c'est pas possible. Il faut que tout le monde soit agile. C'est-à-dire qu'on décentralise les décisions. C'est-à-dire qu'on délègue à des personnes qui sont motivées. Et pour pouvoir faire tout ça, qu'on reconnaît et qu'on soutient les équipes et qu'on reconnaît à tout le monde le droit de se tromper. Alors vous pourriez vous dire à ce stade, bah oui, d'accord. Moi, si j'avais que des personnes motivées, ça serait super. Hein. Si on me décentralisait vraiment les décisions, ça serait super. Si on reconnaissait mon équipe ou l'équipe dans laquelle j'interviens en tant que freelance, ça serait super. Et puis si on m'octroyait le droit de me tromper, franchement, on vivrait dans un autre monde. Alors, c'est vrai, mais c'est pas complètement satisfaisant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est très important, effectivement, de se rendre compte que si on veut être agile, si on veut être adaptable, si on veut être en face des besoins du client au moment le plus opportun, eh bien, il faut travailler la motivation. Il faut travailler la décentralisation des décisions. Il faut travailler le droit à l'erreur. Il faut travailler le soutien des équipes. Et ça, c'est vraiment important et c'est entre nos mains à tous. C'est-à-dire, pour pouvoir déléguer, il faut que la personne soit motivée. Pour qu'elle soit motivée, il faut comprendre ses objectifs. Il faut comprendre sa manière de fonctionner, sa manière de dialoguer, de communiquer. Et il y a des tas de méthodes qui existent. Si vous regardez DISC, par exemple, c'est une méthode pour comprendre et pour identifier les canaux de communication de son interlocuteur et pouvoir lui faire passer les messages tels qu'on a envie de lui faire passer. Et on est tous différents. Il faut s'adresser à la personne qu'on a en face de soi de la manière dont elle voudrait qu'on s'adresse et pas de la manière dont on voudrait qu'elle s'adresse à nous. Et ça, c'est un changement de mindset.
Pour la motivation, il y a plein de leviers de motivation. Hein. Le salaire, c'est pas qu'un levier de motivation. Il y a aussi la hauteur de vue, il y a aussi l'ambition du projet, il y a aussi ce qu'on peut y apprendre, ça peut être aussi sa contribution personnelle. Il y a plein de leviers. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que pour être en mode agile, ça veut dire qu'on peut plus se passer de délégation, parce que sinon, on ne peut pas être adaptable, et on ne peut pas se passer d'avoir dans l'équipe des personnes motivées. Ça veut dire qu'il y a un focus particulier sur la motivation à avoir. Si on ne décentralise pas les décisions, c'est pareil. C'est comme un semi-remorque, vous savez, sur la route. Entre le moment où le conducteur il tourne le volant et le moment où la dernière roue arrière en queue de camion tourne, eh ben, il se passe un certain temps. Quand vous avez une voiture qui est toute courte, quand vous avez un Fenwick, vous savez, hein, dans les entrepôts, vous avez ces petits chariots élévateurs là, qui tournent dans tous les sens, eh ben, il n'y a quasiment pas de distance entre le volant et la roue qui tourne. Ben, c'est pour ça que c'est agile et que c'est super adaptable. Eh ben, ça, c'est la décentralisation des décisions. Ensuite, la reconnaissance et le soutien des équipes, ça peut se faire par plein de moyens. Ça peut se faire par la promotion de ce qui est réalisé, par le fait de prendre en considération les idées d'amélioration et de donner des nouvelles de ce qui se passe, des idées d'amélioration, si elles sont mises en œuvre ou si elles ne sont pas mises en œuvre. À la limite, je vais dire peu importe. Le tout, c'est que la personne qui a soumis l'idée sache ce que devient cette idée. Et là, on commence à reconnaître et à soutenir les équipes. Et puis reconnaître le droit de se tromper, c'est vrai pour soi, c'est vrai pour les autres. Et c'est un travail au quotidien de faire passer cette idée-là et de le faire passer au plus haut niveau de l'organisation quand c'est possible, bien entendu. Et ça rejoindra un autre écueil, une autre erreur qui est liée à la définition et à l'octroi du rôle de Scrum Master dans les méthodes agiles. On va le voir un tout petit peu plus. Alors Manuel me dit, je crois que pour les devs, c'est peut-être ce qui a fait la différence, le droit de se tromper, oui. Mais en fait, c'est comme pour tout le monde. Vous savez, dans une équipe agile, il y a le product owner. Ça, c'est la personne qui doit expliciter le besoin de l'utilisateur, le besoin du client. Le product owner, lui aussi, il peut se tromper parce qu'il est dans une démarche un peu itérative, un peu surtout exploratoire. C'est pas évident d'avoir une vue claire du produit. On va en reparler dans quelques minutes. Et donc, lui aussi, il faut qu'il ait le droit de se tromper. Bref, il faut que tout le monde ait le droit de se tromper. Et ça veut dire un changement de mindset. C'est pour ça que, et j'en arrête par là, l'agilité, globalement, c'est comme avant, mais avec des mots différents. Non, pas du tout. En fait, c'est un changement de mindset qui est particulièrement important. Il y a aussi d'autres aspects. Il y a aussi d'accepter, et ça, c'est le métier, d'accepter que ce qu'on va lui livrer, ça va être livré par morceaux, sous une forme itérative. D'accord ? Parce qu'il y a plein de métiers qui nous disent oui, mais vous revenez me voir quand ça sera terminé. Moi, je veux la totalité, je veux l'ensemble. Ça, c'est pas la démarche qui soutient l'agilité, parce que justement, l'agilité, elle nécessite des feedbacks extrêmement rapides, extrêmement courts, de manière à pouvoir rétablir justement la direction si jamais on se trompe de chemin. Donc, convaincre les métiers qu'on va livrer sous forme itérative par petits incréments, c'est central dans la démarche agile, et c'est pour ça que j'insiste, c'est absolument central. Il faut un vrai accompagnement au changement, parce que si vous mettez de l'agilité, il y a des gens qui ne vont pas bien supporter de fonctionner dans un mode agile, c'est-à-dire dans un mode où, potentiellement, on peut lui dire à la personne, ce que tu as fait, c'est exactement ce que je t'ai demandé, mais en fait, c'est pas ça qu'il nous faut. Et donc, quand vous êtes un développeur, je vois quelques messages qui sont en train de circuler sur les développeurs. Quand vous êtes un développeur, que vous avez passé une journée à résoudre un problème technique, que vous présentez la solution, vous êtes content, vous êtes fier, vous avez résolu le problème, et on vous dit, en fait, en revue, on vous dit, en fait, c'est pas ce dont on avait besoin, c'est pas évident à encaisser. C'est pas évident de se dire, OK, là, j'ai travaillé pour rien, mais en fait, c'est pas pour rien. C'est une direction qu'on a empruntée, on a vu que cette direction n'était pas la bonne, on a appris, et donc, du coup, on la réempruntera plus. Tout ça participe, je veux dire, à l'amélioration continue, ça participe à l'adaptivité, ça participe au fait qu'on reconnaît nos erreurs, ça participe au fait qu'on apprend et qu'on avance. C'est vraiment ça l'idée qu'il y a derrière. Et puis, il y a un aspect qui est super important et qui n'est pas juste un mot et qui est un vrai effort de la part de tout le monde, des consultants, des internes, etc., c'est l'implication de la direction. Et l'implication de la direction, en général, elle n'est pas terrible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la direction générale qui a pondu une super note qui a été distribuée à tout le monde en disant maintenant l'entreprise est agile, on l'a communiqué à tous nos clients, maintenant débrouillez-vous pour que vous soyez tous agiles. Ça, c'est pas l'implication de la direction. L'implication de la direction, c'est justement respecter ce droit à l'erreur, c'est accepter de livrer les contenus sous forme itérative, c'est mettre de l'argent pour un accompagnement fort, etc. C'est ça
l'implication de la direction. Je suis désolé, je vais un petit peu vite, mais il y a beaucoup de matière et ça, ce sont des points vraiment fondamentaux parce que la transformation agile, du coup, ne se passera pas bien dans une entreprise qui n'a pas ça en tête. Alors, Iman me dit, les développeurs en général s'en sortent bien, c'est souvent les business analysts qui ont du mal à trouver leur marque dans le cadre agile. Alors, c'est possible, hein, si vous avez vécu ça, c'est sans doute vrai. Après, les métiers peuvent avoir aussi du mal à accepter des livraisons itératives et puis accepter d'avoir le produit sous forme incrémentale et ils peuvent avoir du mal aussi à laisser l'équipe de développement tranquille pendant leur cycle de développement, mais l'équipe peut aussi avoir des problèmes. Et les développeurs peuvent aussi avoir des soucis. Par exemple, si vous leur dites, bon, ben maintenant, il faut intégrer les tests dans les développements, parce que si, en sortie de votre sprint, vous n'avez pas un produit qui est pleinement fonctionnel, enfin un incrément de produit qui est complètement fonctionnel, bah, vous ne pouvez pas présenter ça à un utilisateur. Bah, vous avez plein de développeurs qui disent, ah bah non, bah, on ne fait pas les tests, ah bah non, les tests c'est une autre équipe, donc on verra plus tard, on va montrer déjà le produit, enfin l'incrément de produit, puis on verra plus tard pour le tester. Bah non, c'est pas comme ça que doit fonctionner l'agilité, parce qu'à la fin d'un sprint, on doit pouvoir livrer un morceau de code, un incrément de produit qui est fonctionnel. Et donc, ça veut dire que dans le sprint, dans l'itération, on ajoute également des activités de test, de recettes, de débugage, etc., etc. Donc, parfois, les devs ont aussi besoin d'être accompagnés et ne sont pas toujours les meilleurs dans l'opération. Tout le monde a besoin d'être accompagné là-dedans parce que c'est un changement de mindset. Alors, le deuxième point, c'est penser qu'on va faire des économies avec l'agilité. Alors, j'aime bien prendre cette petite image-là. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « je vais vous le faire moins cher ». Mais évidemment, heureusement que le monsieur, là, il n'a pas une glace pour regarder ce que le tatoueur est en train de lui faire, parce que ça ne va pas être tout à fait le résultat qui était attendu. À un moment donné, si on veut pouvoir travailler d'une manière différente, plus adaptable, plus rapide, plus en face des besoins des clients, eh ben, il va falloir mettre un petit peu d'argent sur la table. Alors, je sais qu'il n'y a personne aujourd'hui dans la communauté, notre communauté d'aujourd'hui, qui est à convaincre, mais le fait de l'avoir en tête, le fait que maintenant, depuis des années, on le sache. Au début, quand l'agilité est arrivée, on s'est dit on va pouvoir développer plus vite, ça va être plus en phase des besoins, donc on va peut-être pouvoir terminer plus tôt, et donc ça va coûter moins cher. Et du coup, dans l'inconscient collectif, agilité égale moins cher. C'est faux. L'agilité coûte de la même manière que tout a un coût dans l'entreprise, bien évidemment. Par contre, l'argent qui va être utilisé dans une démarche agile va être utilisé à meilleur escient et probablement la décision d'arrêter sera prise au meilleur moment que par rapport à un suivi d'un plan établi à l'origine où on s'était dit voilà, on va là et on finance jusque là, parce que ça c'est beaucoup moins agile qu'une démarche itérative où toutes les fins de sprint, on est amené à se poser la question est-ce qu'on continue ce projet ou est-ce qu'on continue pas, parce on recherche pas le produit final parfait, on recherche le most viable product, c'est-à-dire le produit viable au maximum en l'état des connaissances et du budget. Donc, évidemment, ça coûte de faire de l'agilité, comme tout coûte quelque chose, naturellement. Et ne pas en être conscient, c'est une grave erreur, parce que ça va avoir évidemment des conséquences. Alors, le troisième truc à pas faire, c'est faire un sprint zéro. Alors, je sais qu'il y a des tas d'entreprises qui disent le sprint zéro, bien sûr qu'on en fait un. Je veux dire, c'est ce qui nous permet de commencer la démarche itérative. Alors, en fait, c'est pas du tout comme ça qu'a été prévue la méthodologie. Le mode agile commence quand on a déjà une infrastructure, quand on a déjà l'outillage, quand on a déjà ce qu'il faut pour commencer, pour permettre à l'équipe de développement de commencer à travailler. Le sprint, ça a pour vocation de produire un incrément de produit qui fonctionne, c'est-à-dire un petit ensemble de fonctionnalités qui fonctionnent. Voilà. Et donc, constituer une infrastructure, c'est pas du tout un sprint. Constituer une infrastructure, mettre en place des outils, constituer une équipe, commencer à faire le product backlog, etc., ou le plan de projet global, c'est pas du tout un sprint. C'est quelque chose qui est de l'ordre du pré-projet. Et donc, un sprint zéro, ça n'a pas de sens, en fait. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les concepteurs de la méthode Scrum, Schweber et Sutherland, qui l'ont dit depuis le début. Il faut que l'environnement soit déjà là pour qu'une équipe agile puisse commencer à travailler. Sinon, où sont les outils? Sinon, où est l'environnement de développement? Où est l'infrastructure? Ça ne peut pas commencer. Et donc, le sprint zéro, si l'entreprise en fait un, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'elle appelle ça un sprint zéro? Parce que du coup, plus personne ne va comprendre rien. Parce que
Un sprint, c'est fait pour livrer un incrément de produit, c'est pas fait pour livrer une infrastructure. Ça, c'est très important parce que c'est pas juste des mots, c'est pas juste un concept théorique. Ça veut dire que tout le monde est conscient de ce que sort un sprint. Un sprint, c'est un incrément de produit qui marche. Et tant que je peux pas commencer à travailler sur un incrément de produit qui marche, je suis pas prêt pour Scrum. C'est super important. Je suis sûr que c'est pas ce que vous vivez, ou il y a de fortes chances que ce soit pas ce que vous viviez chez vos clients finaux, mais c'est un vrai problème parce que du coup, ça brouille les cartes, ça brouille le message de l'agilité et on se dit au final, bon bah ok, un sprint, c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'on doit accoucher de ce truc-là. Et là, du coup, on commence progressivement à partir de travail. La conclusion, c'est Scrum ne peut pas démarrer si l'outil et l'infrastructure ne sont pas prêts. Ça, c'est vraiment super important. Alors, Iman me dit, si on n'a pas de sprint zéro, comment on fait un planning global macro et le kick-off? C'est très clair. Ce planning global, ça se fait en pré-projet. Et je vais y venir dans un instant. Pré-projet, vous allez me dire, ça, c'est la gestion de projet classique. Oui, la gestion de projet classique et une livraison itérative et incrémentale vont parfaitement ensemble. Et si vous regardez Scrum ou le Scrum Guide, vous verrez très bien qu'on fait appel à des compétences, à des ressources qui font partie de l'entreprise et donc qui ne sont pas dans le vide intersidéral, elles font partie, elles aussi, du projet. Donc, projet et livraison itérative vont parfaitement bien ensemble. Et quand on commence à voir ça sous cet angle-là, il y a tout un tas de questions auxquelles vous allez avoir une réponse immédiate. Le kick-off, c'est pareil, c'est du pré-projet ou c'est de l'initialisation. Je vous renverrai vers Prince 2, qui est une méthode de gestion de projet très connue, qui marche très très bien comme ça. Mais le premier sprint, c'est j'ai mon outillage, j'ai mon product backlog, parce que là, vous auriez pu me poser aussi la question du product backlog. Comment est-ce que je peux commencer? Oui, je peux commencer si j'ai ça à ma disposition en début de premier sprint. Et le tout début d'un sprint, c'est un sprint planning qui permet de planifier le sprint. Voilà, ça c'est la bonne réponse. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, je suis que le messager de messieurs Schweber et Sutherland, en quelque sorte. Voilà, ça nous amène à ce quatrième point. C'est soit waterfall, soit agile. C'est soit la gestion de projet classique, soit Scrum. Non, ça va parfaitement ensemble. Les problèmes viennent, beaucoup de problèmes viennent du fait qu'on oblige les gens à choisir entre l'un et l'autre. Mais en fait, les deux ont des avantages et sont complètement interdépendants. Si vous prenez toutes les méthodes agiles, Scrum, DSDM, etc., XP, etc., vous ne pouvez pas gérer un projet avec ces méthodes-là. Elles ne sont pas faites pour ça. Elles sont faites pour livrer un produit d'une manière itérative et incrémentale. Et les ressources qui vont permettre de livrer ce produit, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Il faut bien que le besoin ait été défini sous la forme d'un product backlog, par exemple, ou de produits, ou de plusieurs product backlogs. Et donc, il faut bien qu'il y ait un projet qui soit adossé, sur lequel s'adosse l'équipe agile. Donc, c'est pas soit waterfall, soit agile, c'est les deux. Les deux sont complémentaires. Je sais qu'il est probable que ça soit pas ça que vous viviez en entreprise chez votre client final, mais encore une fois, c'est un biais parce que les gens n'ont pas bien compris comment ça fonctionnait. Et du coup, quand on met en place une équipe agile, que fait le chef de projet? Est-ce qu'on a encore besoin d'un chef de projet? On se dit, le chef de projet, ça doit être le Scrum Master. Pas du tout. C'est pas du tout son rôle, le Scrum Master. Le Scrum Master, il doit faciliter le travail de l'équipe de dev. Mais c'est pas un chef de projet. Et donc, du coup, si on se dit, le chef de projet, qu'est-ce qu'il fait? Ou le Scrum Master, qu'est-ce qu'il fait? On comprend plus rien. Donc, votre attention, vraiment, je veux que ce soit un message qui passe aujourd'hui. S'il y en avait un, en tout cas quelques-uns, mais celui-là est très important. Gestion de projet classique et livraison itérative vont parfaitement ensemble. Ça confirme le rôle central du chef de projet. De toute façon, dans toutes les boîtes aujourd'hui, chez tous vos clients, très probablement, vous avez des équipes projet et vous avez des équipes agiles, vous avez les deux. Et il est possible que vous rencontriez de temps en temps des problèmes d'articulation entre les deux, parce que du coup, ce sont deux mondes qui semblent s'affronter, mais qui ne s'affrontent pas, en fait, qui devraient travailler de concert et d'une manière, il y a plein de référentiels qui expliquent comment faire pour que ça se passe très bien entre les deux. Encore une fois, c'est le dernier point. Scrum, ça n'est pas de la gestion de projet. Voilà. Scrum, c'est pour livrer d'une manière itérative. Il n'y a pas de chef de projet dans Scrum. Personne n'est capable de gérer un projet dans Scrum. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Fatima me dit, souvent, on demande au chef de projet de faire le Scrum et inversement. Mais oui, tout à fait, Fatima, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on demande. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'il faut faire.
Alors, une fois que je vous dis ça, vous n'êtes pas mieux. C'est-à-dire, si c'est votre client qui vous dit, bah oui, mais vous êtes chef de projet, vous allez faire Scrum aussi. Bon, très bien. Il faut juste savoir que c'est pas le fonctionnement classique, c'est pas le fonctionnement normal. Et ce qui est important pour vous, c'est que vous sachiez ce que doit faire un chef de projet, ce que doit faire un Scrum Master, pour que vous fassiez au mieux. Je vous dis ça avec mes mots, si vous voulez. Mais tout mélanger dès le départ et faire avec, c'est un problème. Il faut toujours se rapprocher le plus possible des méthodes standards pour bien comprendre quel est le rôle du chef de projet, parce que c'est pas toujours évident. Un chef de projet, même s'il n'est pas dans un environnement agile, on va lui demander de faire le café, le thé, de traduire les documents, de faire de la base de données, d'exprimer les besoins, d'y répondre, etc. Bien sûr, c'est pas lié au contexte agile. Donc les rôles et les responsabilités de chacun, c'est quelque chose de super important. C'est la même chose pour le chef de projet, pour le Scrum Master, pour le PO. On va y revenir tout de suite. Abderrahman me dit, quand on est dans une petite structure, est-il possible d'avoir plusieurs casquettes? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça me permet de rebondir sur votre question, Abderrahman. En fait, toutes ces méthodes-là, si vous prenez Scrum, si vous prenez Prince2 pour les méthodes classiques, Lean Six Sigma pour l'amélioration continue, tout ce que vous voulez. Ces méthodes, c'est pas une loi. C'est pas, soit vous mettez en place la méthode, soit vous êtes nul. Je dis ça rapidement. Soit l'entreprise a rien compris. Il faut adapter ces méthodes-là au contexte de l'entreprise, mais en partant du référentiel. C'est-à-dire, c'est pas l'entreprise qui dit on va travailler comme ça. C'est le référentiel qui dit on va s'adapter aux impératifs, aux enjeux, aux contraintes de l'entreprise. C'est dans ce sens-là. Et donc, ça veut dire de bien comprendre les rôles de chacun. Et dans les petites boîtes, c'est ce que vous vivez au quotidien. Le chef de projet qui fait également le chef d'équipe, qui fait également ce qu'il y a à faire. En gros, ça se voit dans tas d'entreprises. La différence, c'est que vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça, vous comprenez dans le détail que vous êtes en train d'adapter en fait le modèle qui devrait être suivi, mais vous le savez. Et du coup, vous savez aussi quels sont les écueils dans lesquels vous risquez de tomber. C'est ça en fait qu'on est en train de se dire en se raccrochant à une pratique internationalement connue. Alors, Imad me dit donc qu'une même personne ne peut pas jouer les deux rôles, chef de projet et Scrum Master. Alors, il peut, mais c'est compliqué. Alors, il faut avoir la double compétence. Il faut avoir la double compétence. Ce qu'une même personne ne devrait pas faire, je mets bien du conditionnel, ne devrait pas faire, c'est chef de projet et product owner, par exemple. Parce que le product owner, lui, il définit le besoin. Et le chef de projet est censé y répondre. Donc là, on a juste un petit problème de juger parti. C'est-à-dire, c'est pas la méthodo qui dit c'est interdit de faire ça. C'est juste que vous êtes jugé parti si vous jouez le rôle de chef de projet et de PO. CP et SM, on peut imaginer, mais il faut avoir bien en tête le rôle de chacun pour que vous puissiez vous appuyer sur les bons leviers, sur les bonnes pratiques, en fait, qui vous permettent de faire fonctionner ça dans l'entreprise. Donc, personne ne dit que c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt entre Scrum Master et chef de projet, mais il faut bien avoir en tête les rôles de chacun pour pas faire, d'impair, tout simplement. Par contre, il y a des rôles qui sont pas compatibles, typiquement chef de projet PO, ça devrait pas être concilié par une même personne. Alors, Azad, j'en profite parce que j'adore les questions. Quelles sont les tâches du CP dans un contexte hybride agile waterfall comme évoqué ici? En fait, c'est toujours le même, c'est le rôle de chef d'orchestre. Et en fait, quand vous regardez des méthodos comme Prince2, par exemple, en fait, une méthodo comme Prince2 de gestion de projet ou PMP, tous les grands référentiels largement répandus à travers le monde disent la gestion de projet, c'est des compétences qui peuvent être utilisées quasi quel que soit le projet. Ce sont des compétences en tant que telles. C'est-à-dire être chef de projet, c'est un métier, vous l'avez remarqué, c'est un métier, c'est des compétences particulières. Et normalement, un chef de projet, si on ne lui demande pas de jouer un double rôle, eh bien, il devrait pouvoir s'appuyer sur des équipes de livraison. C'est-à-dire le chef de projet, lui, il donne le tempo, il donne la musique, et c'est les instrumentistes qui jouent. Et bien, du coup, c'est la même chose avec une gestion de projet classique et une livraison itérative. C'est-à-dire ceux qui font la musique, c'est l'équipe de dev. Et le chef de projet, il reste toujours sur le pilotage global de l'équipe ou des équipes. Parce qu'une réponse de la gestion de projet classique avec l'agilité, c'est qu'on peut être multi-équipe. Il n'y a pas besoin d'aller sortir une méthodologie agile à l'échelle comme SAFe, comme Scrum of Scrum, ce genre de choses-là. À partir du moment où il y a de la gestion de projet classique et de la livraison itérative, vous pouvez gérer en multi-équipe. Donc le rôle du chef de projet, ça restera toujours le rôle du chef d'orchestre, sauf que vous avez des équipes qui livrent
sous forme classique, et vous avez des équipes qui livrent sous forme agile. Fatima, certains clients ne comprennent pas le mindset agile. Faire des cérémonies Scrum leur suffisent et la structure se dit agile. Je suis malheureusement, tristement, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et ce qui est super important, c'est que vous en ayez une conscience aiguë. C'est-à-dire, évidemment, vous n'allez pas pouvoir aller chez votre client et lui dire monsieur le client, madame le client, vous n'avez vraiment rien compris dans l'entreprise, on va vous expliquer comment faire. Bien sûr que personne ne le fera et vous ne le ferez pas non plus. Mais par contre, le fait d'en être absolument conscient, de savoir quels sont les rôles et les responsabilités de chacun, ça vous permet de prendre le recul qui va bien pour faire des préconisations pour votre client final. Parce que la plupart des entreprises n'ont pas bien maîtrisé le truc. Et notamment les petites boîtes, elles ont suffisamment à faire et suffisamment de problèmes pour comprendre en gros le principe, mais pas comprendre le pourquoi du principe. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on vient chercher des réponses au comment. Comment je fais pour animer un atelier? Comment je fais pour faire un sprint planning? Comment je fais pour développer un incrément pendant mon sprint? Mais en fait, la principale question qu'on vous propose de vous reposer rapidement, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on demande à tout le monde d'être dans une même pièce? Pourquoi est-ce qu'on veut mettre le client au cœur du dispositif? Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur le produit? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un mindset différent? Et ça, ces réponses-là, il faut que vous les portiez, me semble-t-il, parce que ça va faire partie des grandes valeurs que vous allez continuer à apporter à vos clients. Bien, merci pour vos questions, c'est un régal. Alors, 5, choisir un product owner technique ou aveugle. Alors, c'est un tout petit peu provocateur, mais c'est simplement pour dire, si le product owner qui est responsable, en gros, de définir la vision du produit, n'est pas là ou n'a pas de vision, ça s'appelle un aveugle. C'est pour ça que j'ai pris ce terme-là un peu. Bon, pas de vision, pas de direction. C'est lui ou elle qui doit dire, voilà le produit qu'il nous faut. Voilà ce qu'on cherche à construire. Un nouveau logiciel, une application, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle usine. Il peut y avoir des choses qui sont livrées de manière itérative dans une usine, hein, c'est parfaitement possible. Et si j'ai pas quelqu'un qui porte cette vision, j'ai pas de direction. Et ça, c'est un gros écueil qu'on trouve très souvent en entreprise parce qu'on n'a pas la personne qui a la vision suffisante pour driver l'équipe de développement. Et donc, il y a des artefacts, il y a des solutions de contournement. Par exemple, le proxy PO. Peut-être que vous avez entendu parler de ce truc-là. C'est mieux que rien. Mais le problème du proxy PO, c'est qu'il peut y avoir une déconnexion entre les besoins de l'entreprise et puis ce qui est traduit par le proxy PO auprès des équipes. C'est un étage, si vous voulez, de délégation qui n'a pas tellement lieu d'être. En fait, ce qu'il faudrait, c'est quelqu'un qui soit dans les métiers, qui ait une vision du produit et qui soit capable de l'insuffler. La difficulté, c'est de trouver ce rôle-là, évidemment, dans l'entreprise, et c'est de faire prendre conscience à l'entreprise qui a besoin de ce rôle-là et de quelqu'un d'un peu musclé à tenir ce rôle-là. Le PO, il n'a pas besoin d'être technique, alors surtout pas, parce que ça, c'est une raison majeure de télescopage avec les responsabilités de l'équipe de développement. Et si les rôles se télescopent, et du coup, la délégation ne peut pas fonctionner pleinement, etc., etc. Il y a plein de conséquences. Le PO, c'est un communicant. Il doit être disponible, il doit avoir une vision claire de la cible. Alors, c'est un communicant, pourquoi? Parce qu'il doit s'inspirer des parties prenantes et des clients pour avoir une vision claire du produit à livrer, de la cible à livrer, hein, évidemment. Hein. Donc, le PO, il est principalement ça. Il n'a pas besoin d'être technique du tout. Par contre, il a besoin d'avoir une vision. Ensuite, il y a une 6e erreur qui est fondamentale, c'est ne pas respecter les time box. Alors, vous savez, pour un sprint, il y a une préconisation, c'est 1 mois. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire, ouais, mais bon, on est où? On est à l'école, là? C'est quoi ce truc? Mais en fait, non. La durée du sprint, c'est juste le pilier de toute la méthode. Si on rajoute des jours au sprint, si on finit avant, si on décale un peu parce qu'il y a une semaine, etc., si on fait ça, tout s'écroule. Parce que ce qui permet la performance, c'est le fait d'avoir des time box, des boîtes de temps, si vous voulez, qui se superposent qui se mettent à la suite les unes des autres, qui sont toujours les mêmes. Et à l'intérieur de cette boîte, on a toutes les activités du sprint. C'est le pilier de toute la méthode. Donc, si on commence à dire, un sprint, c'est 3 semaines, le sprint numéro 2, c'est 3 semaines, le sprint numéro 4, c'est 1 mois, le sprint numéro 5, c'est 2 semaines et demie, c'est n'importe quoi. Parce qu'on n'est plus capable de prévoir ce qui va se passer dans le sprint, on n'est plus capable de planifier le travail, on ne sait plus où on va, les métiers, ils sont mobilisés au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, ils ne savent plus où ils vont. Je veux dire, il n'y a rien de pire
que de ne pas respecter les time box. Les time box dans les méthodes comme Scrum, c'est absolument fondamental. Alors ça, je ne rencontre que des entreprises qui ont des variations par rapport à tout ça, et du coup, ils s'étonnent d'avoir de la dette technique, ils s'étonnent de ne pas pouvoir résoudre tous les bugs, ils s'étonnent de jamais pouvoir améliorer le truc, etc. Parce que toutes les activités sont pas comprises dans le sprint. Et donc, la visibilité, eh ben, elle est troublée. Ça, c'est super important, super important. Et c'est pas scolaire, et c'est pas de la théorie, parce que quand c'est respecté, ça marche beaucoup mieux. Hein, Taylor l'a compris il y a des centaines d'années, hein, avec son traité sur la performance. Quand on découpe les tâches, voilà, sous toujours la même forme, bah, évidemment, on est beaucoup plus performant. C'est un vecteur de la performance, ça garantit l'adaptabilité, parce qu'à la fin du sprint, il faut qu'on ait un incrément de produit fonctionnel. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Laurent qui écrit « J'ai 3 PPO sur mon projet en cours, ils rédigent des user stories. Malgré leur nom, ils n'arrivent pas à faire des user stories clairs et à prendre de l'avance sur les devs. » Alors, ben, merci Laurent, c'est exactement ça. En fait, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps nécessaire n'est pas compté dans le sprint. Si on n'arrive pas à faire une expression de besoin, ou alors que les devs vont trop vite, c'est parce que, en fait, il n'y a pas un équilibrage de toutes les tâches. Il n'y a pas une comptabilisation de toutes les tâches dans le sprint. Ça, c'est très courant. Il est encore plus courant même que les développeurs, dans l'autre sens, n'aient pas le temps de faire ce qu'on leur demande de faire, n'aient pas le temps de réaliser ce qu'on leur demande de réaliser, parce que dans le même temps qu'ils développent, ils font du maintien en conditions opérationnelles, ils font des évolutions, ils font du support, parce que comme c'est eux qui ont développé le produit, eh ben, ils font également ils répondent au téléphone, aux mails, etc., etc. Et donc, on croit avoir une capacité à faire de X, mais en fait, elle est réellement de X divisé par 2. Et ça, c'est parce que on fait pas tout rentrer dans le time box. On fait pas rentrer toutes les activités dans le time box. Si toutes les activités étaient dans le time box, eh bien, on rééquilibrerait progressivement la charge des business analysts, pourquoi pas. Tout ça sont des membres d'équipe. La charge du PO, la charge de l'équipe de dev, la charge de planning, de documentation, de tests, de recettes, d'amélioration continue, tout serait compris dans ce time box. Mais il est très probable que la capacité à faire réelle et du coup en dessous, voire bien en dessous de celle qu'on croit qu'elle est. Et ben, on est exactement dans la question numéro 6. Alors, Iman me dit, pourtant, parfois, pour résoudre la dette technique, on a besoin de temps. Oui, mais ça, c'est prendre le problème à l'envers, pardon. En fait, pourquoi est-ce qu'on génère de la dette technique? Justement parce qu'on n'a pas le temps de tout faire pendant le sprint. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temps de tout faire pendant le sprint? Pas parce que le sprint n'est pas suffisamment long, parce qu'on y met trop de choses. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est pas de rallonger le sprint, c'est raccourcir, c'est diminuer la quantité qu'on met dedans. C'est exactement ce que je dis depuis 10 minutes. Ce qui doit être dans le time box doit pouvoir être mené du début à la fin. Et donc, peut-être que la capacité à faire, elle n'est pas celle qui est imaginée. En fait, elle est inférieure. Et à partir du moment où on se met dans ce mindset-là, vous vous rendez compte que plus vous vous rapprochez de la capacité à tout traiter pendant le sprint, moins vous accumulez de tête technique, tout simplement. Et donc, c'est une idée super forte là que j'essaie de vous faire passer, parce que c'est la clé de la résorption, justement, de la dette technique. Après, il y a d'autres choses, il y a l'industrialisation des tests, etc. Mais ça nous emmènerait un tout petit peu trop loin. Alors, le 7e et dernier, nommer un Scrum Master impuissant. Alors, après un PO aveugle, vous allez me dire, ce gars a un problème. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, le Scrum Master, finalement, il doit avoir une position de management. Le Scrum Master, il doit être capable, c'est un facilitateur, c'est-à-dire il doit être capable d'aider l'équipe, de faire sauter un certain nombre d'obstacles qui entravent sa progression, etc. Et pour faire ça, ça peut pas être un petit stagiaire qui sort de l'école et qui a encore le lait qui coule du nez. Il faut avoir un certain positionnement dans l'entreprise pour dire éventuellement à un directeur de BU, arrête d'appeler l'équipe de développement qui est en plein sprint, l'équipe ne peut pas prendre de nouvelles fonctionnalités, et ils sont en train de travailler dessus. Donc, tu as un interlocuteur, c'est le PO. Merci, au revoir. Ça, faut pouvoir le dire à un directeur de BU, il faut pouvoir le dire à un gros user, il faut pouvoir le dire à un groupe de stakeholders, tout ce que vous voulez. Et pour ça, il faut avoir une certaine position dans l'entreprise. Le Scrum Master, il doit être capable de dire ce genre de choses-là à un interne. Il doit être capable d'évangéliser l'entreprise. Ça, c'est clairement expliqué dans Scrum, par exemple. Un Scrum Master, c'est toujours nécessaire. Il y a des gens qui disent, à un moment donné, l'équipe, elle peut se passer d'un Scrum Master, il faudra qu'on m'en montre.
Ou alors c'est que le Scrum Master, en fait, il fait rien. Enfin, il fait pas son rôle, c'est ce que je veux dire. Il faut qu'il puisse faciliter, il faut qu'il puisse remonter des alertes auprès du management par rapport à l'utilisation de ressources, il faut qu'il puisse faciliter au quotidien, qu'il permette l'appropriation des outils et de la méthode par l'équipe. Il y a toujours besoin d'un Scrum Master. Par contre, le Scrum Master, il ne fait que faciliter et coacher. Et donc, quand on commence à lui faire la gestion de projet, quand on commence à lui faire la rédaction des US, etc., eh ben, il sort de son rôle. Et du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des tas d'entreprises qui ont créé un nouveau rôle, parce que le Scrum Master n'arrivait plus à faire son boulot. Ils ont inventé le rôle de coach agile. Un coach agile, il faudra m'expliquer en quoi c'est différent d'un Scrum Master. Parce que le coach agile, il est censé faciliter, il est censé éradiquer les problèmes que l'équipe peut pas gérer elle-même, etc. C'est-à-dire que c'est un Scrum Master. Bon. Alors pour les freelances, c'est cool, parce qu'en général, un coach agile, ça se facture plus cher qu'être Scrum Master, et c'est doublement cool parce que c'est les mêmes compétences, quoi. Donc éventuellement, positionnez-vous sur des rôles de coach agile plutôt que Scrum Master, c'est le même boulot de toute façon. Et donc, l'idée derrière, ce qu'il faut faire, vous avez vu, hein, c'est tout ce qu'on s'est dit. Et principalement, la clé, c'est d'adopter un standard. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, pourquoi réinventer la roue de l'agilité? Enfin, on a des standards qui existent depuis 40 ans maintenant, enfin un petit peu moins 30 ans. Scrum, pour faire de l'agilité, il n'y a pas mieux quand même. Hein. Alors après, on peut se dire, oui, mais bon, XP est mieux quand on est dans le développement, ou bien ça fait pas ceci. Bon, en fait, peu importe. Mais là, vous avez l'essence de la substantifique moelle, du résumé, de la synthèse du truc. C'est-à-dire, on ne peut pas élaguer quelque chose dans le process Scrum. On ne peut pas enlever une rétrospective, on ne peut pas enlever la revue, on ne peut pas enlever le planning. Enfin, des entreprises qui le font, mais il ne faut pas s'étonner des difficultés dans lesquelles elles sont ensuite. On ne peut rien retirer de ce modèle-là. Donc, adoptons-le. Tout est déjà écrit dans le Scrum Guide qui est gratuit, que vous pouvez télécharger de n'importe où. Le Scrum Guide, il est particulier parce que c'est un document très petit, il fait une quinzaine de pages, et quand on lit ça, on se dit, ouais, so what? Franchement, je vois pas ce qu'on fait avec ce truc-là. En fait, il y a tout dedans. Mais ça doit se lire phrase par phrase. C'est-à-dire, chaque phrase est précise. Les mots, les rôles sont très précisément déterminés. Les objectifs sont clairement donnés. Et chaque mot est important, ce qui est très différent de tous les bouquins, les docs et les méthodes qu'on trouve à droite et à gauche, où il y a pléthore de tout un tas de trucs. Là, c'est l'essence de Scrum. Alors, Iman me dit, pourtant, l'objet de l'agilité, c'est des équipes autogérées, c'est l'objectif du Scrum Master d'amener les équipes vers cela. À un moment, on n'a pas besoin. C'est une partie du truc. Le Scrum Master doit faciliter l'appropriation de la méthode, permettre à l'équipe de développement de trouver son chemin en utilisant cette méthode, mais son rôle, c'est aussi d'éradiquer les obstacles. Et les obstacles, ça peut être des obstacles externes à l'équipe de développement, qu'elle ne va pas pouvoir gérer toute seule. Donc, il faut bien quelqu'un qui s'occupe de ça, si l'équipe de dev ne peut pas gérer ça toute seule. C'est pour ça que je dis, il y a toujours besoin d'un Scrum Master, parce qu'il y a toujours des obstacles dans l'entreprise qui entravent le bon fonctionnement d'une équipe agile. C'est normal, c'est la vie. Alors, pour évidemment obtenir toutes ces connaissances-là, ces compétences-là, et puis ces référentiels-là, bon voilà, il y a des tas d'organismes, voilà, très très bien, comme par exemple le nôtre, évidemment, voilà, qui permettent de faire ça. Vous avez des formations sur Scrum Master, Product Owner. Nous, on a un combiné de 3 formations qui met Prince 2, Scrum Master et Product Owner dans un bundle, en fait, qui est vraiment pas cher, parce que c'est 3 certifications en une seule formation. C'est introuvable à ce prix-là sur le marché. Et vous avez toutes les compétences de gestion de projet et d'agilité dans 3 certifications internationalement reconnues. Voilà, ça, c'est à votre disposition, évidemment, sans problème. Manuel me dit, les devs ne seront jamais en totale autogestion. Un projet, c'est beaucoup trop mouvant. Oui, et puis c'est surtout que les embêtements viennent de l'extérieur. Souvent, les embêtements de l'intérieur de l'équipe, en général, se règlent dans l'équipe. Mais voilà, tout ce qui vient de l'extérieur perturber le travail des développeurs, eh bien, c'est un problème qui doit bien sûr être géré par quelqu'un d'autre. Alors ensuite, respecter la loi. Alors c'est un petit clin d'œil. C'est respecter les lois. En fait, par exemple, la loi de Murphy. Hein, vous savez que c'est la loi d'emmerdement maximum, mais en fait, ça veut juste dire que tout ce qu'on a prévu, en fait, mettra plus de temps à être réalisé. Ça va se produire, c'est sûr.
Parce qu'on est tous toujours un petit peu enthousiastes, toujours un petit peu voilà, volontaires, optimistes, etc. Donc on se dit oui, ça doit être possible. Et puis la vie fait que évidemment c'est pas possible. Donc toute chose que vous chiffrez à X demandera de toute façon plus que X. Après, il y a la loi de Pareto. Alors ça, l'idée, ça c'est une loi salvatrice, hein, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre ses efforts sur les sujets les plus importants. Et donc, autant mettre les efforts sur 20% du travail à effectuer pour que ça donne 80% des résultats. Et ça, c'est la clé de la priorisation de son temps professionnel ou personnel. Hein, c'est la loi de Pareto. Ensuite, la loi de Parkinson. Alors, c'est peut-être un petit peu moins connu. Plus on a de temps pour réaliser la tâche, plus on va remplir ce temps. C'est-à-dire, si on se dit, bon, allez, je le fais en 3 jours, mais je dois pouvoir le faire en 4, normalement c'est 4, mais je le fais en 3, eh bien, vous avez prévu inconsciemment 4 jours en fait, pour le faire. Et donc, ça va prendre 4 jours. De la même manière que si dans votre planning, vous vous mettez un peu de slack, un petit peu de mou, vous rajoutez un jour, vous êtes sûr que ce jour, il sera comblé. Donc ça, c'est la loi qui fait que le temps qu'on a mis en plus pour réaliser quelque chose, eh bien, sera consommé. Alors, la loi de Laborit qui dit prioriser les tâches difficiles en début de journée. Alors, c'est pas toujours évident, hein, on est tous différents, il y en a qui préfèrent commencer par des petits trucs pas trop durs le matin. Ce qui fonctionne le mieux, c'est quand même d'utiliser une énergie fraîche et disponible en début de journée pour les trucs les plus compliqués, les plus difficiles, les moins excitantes, les moins intéressantes, etc. La loi d'Illich qui dit passer un certain temps sur une tâche, l'efficacité décroît, ça c'est très clair. Et à un moment donné, il faut lâcher le truc et se dire, c'est bon, je le reprendrai plus tard parce que là, j'y arrive plus, je tourne en rond, etc. C'est une loi qu'il faut avoir en tête. Carlson qui dit qu'une tâche effectuée en continu prend moins de temps qu'en plusieurs fois. Donc ça, c'est la loi du zapping qui est absolument contre-productif, naturellement. Et puis une autre loi, c'est apprendre, j'avais plus de place, j'en aurais mis encore quelques lignes. Voilà, apprendre de ses erreurs, de ses essais, etc. Ça, c'est le fondamental, évidemment, de toute démarche. Voilà, vous savez tout, ou presque. Je suis ouvert avec grand plaisir pour vous offrir une demi-heure de coaching. Si vous avez des problématiques, des questions à nous soumettre, moi je serais heureux de vous proposer ça. Je vous propose d'envoyer un mail sur ce mail ici. Je mets dans le chat et je vais répondre à la question de Laurent juste après. Si vous avez envie qu'on discute d'un sujet auquel vous êtes confronté chez votre client final ou d'un projet que vous êtes en train de mûrir, etc., ça sera avec plaisir, parce qu'avec Malte, on a des relations particulières, que je vous l'offrirai. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit mail. D'accord ? Alors, Laurent me disait, comment avoir une position dans l'entreprise pour prendre le rôle de Scrum Master en étant prestataire? Excellente question, Laurent. Je voulais pas le dire parce que je voulais pas casser l'ambiance ou que ça soit mal interprété. Il est évident que quand on est en interne, on a un peu plus de poids que quand on est externe. Sauf que, au début, vous savez tous bien, quand vous rentrez dans l'entreprise, c'est un peu comme les présidents de la République les quelques premières semaines, quoi. Vous bénéficiez d'une sorte d'oreille. On dit, bon, ce garçon ou cette fille-là vient de l'extérieur, il a l'air bon, elle a l'air de savoir de quoi elle parle, on va l'écouter un moment. Voilà, c'est cette fenêtre-là dont il faut essayer de bénéficier au maximum, bien entendu. Donc, bénéficier de cette fenêtre-là pour essayer d'avoir l'influence qui va bien dès le départ et de pouvoir surfer un petit moment sur cette influence, sachant qu'évidemment, rapidement, on fait partie des meubles. Mais donc ça, c'est une difficulté. Vous avez parfaitement raison, Laurent. Ça se fait, comme ma grand-mère me l'a toujours dit, avec une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez pas imposer les choses. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, évidemment. Mais en distillant les messages, en montrant les pratiques qui sont largement répandues dans le monde, les bénéfices qu'elles apportent, etc. Progressivement, vous pouvez faire changer les choses, évidemment, par petites touches. Même s'il ne s'agira pas d'une révolution, vous pouvez contribuer à tout ça, évidemment, sous une forme un petit peu plus longue, mais qui quand même va finir par donner des résultats. Il n'y a évidemment pas de baguette magique, mais le faire sur la durée, le faire avec une main de fer dans un gant de velours, ça finit par évidemment porter ses fruits. Et le Scrum Master n'y est pas étranger non plus, parce que si vous commencez à discuter des pratiques, si vous permettez à des gens, si vous faites émerger l'idée qu'il y aurait peut-être besoin de revenir aux fondamentaux, de suivre une formation, ce genre de choses-là, vous allez pouvoir récupérer des choses quand même, bien sûr.
Souvent, un projet, c'est 80% d'externe. Oui, vous avez raison. Eh ben, dans ce cas-là, il faut, évidemment, je ne connais pas votre contexte exact, mais il ne faut pas perdre de vue que le chef de projet, c'est un exécutant. Je le dis comme ça, de manière brutale, c'est pas pour choquer, c'est dans le sens où c'est pas le chef de projet qui doit prendre toutes les décisions vis-à-vis du projet. Le projet, il a un sponsor. Alors après, il y a la question, oui, mais si on n'a pas de sponsor, machin, etc. Ben, oui, bien entendu, mais à un moment donné, il faut faire remonter le point, comme quoi il doit y avoir un sponsor interne dans l'entreprise, pour que ça soit l'entreprise qui prenne les décisions, et pas le chef de projet qui peut, effectivement, dans beaucoup de cas, être un externe. Et ça, c'est un service que vous rendez aussi à votre client final en disant, je simplifie, puis il faudrait en parler de votre contexte spécifique, c'est pour ça que le coaching, ça peut être intéressant. Il faut rappeler que le chef de projet, c'est pas le décideur du projet. Parce qu'il y a une instance de décision qui s'appelle l'entreprise, par le truchement d'un sponsor, et que c'est lui ou elle qui a les rênes sur le projet. Et ça peut être rassurant vis-à-vis du client, sachant qu'en général, les sponsors ont besoin d'être accompagnés. Ça peut paraître bête, hein, mais dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles je suis passé, les sponsors savent pas de ce qu'on attend d'eux, en fait. Il y en a un certain nombre qui pensent que c'est cool parce qu'il y a à la fin, au début il y a un kick-off avec des petits fours, à la fin on n'est jamais sûr qu'il y ait une clôture, donc c'est plus compliqué, mais au démarrage c'est toujours un moment un peu sympa. Et puis ils en savent pas forcément beaucoup plus. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais j'ai rencontré beaucoup ce cas de figure-là. Donc, si vous êtes CP dans une entreprise, vous pouvez jouer le rôle de, pas de formateur, mais de faire passer quelques messages, d'aider le sponsor, en fait, à prendre ses décisions. Et du coup, vous en bénéficierez par retour, évidemment. Mais avoir un sponsor, c'est critique vis-à-vis du chef de projet, surtout quand c'est un externe, naturellement. Voilà, allez-y pour les quelques questions que vous auriez encore en tête, ça serait avec grand plaisir. Mathias est en train d'écrire, donc je vais attendre sa question. Et si vous avez d'autres questions ou d'autres tours, allez-y, n'hésitez pas. Donc, vous avez notre mail si vous voulez bénéficier de ce coaching de 30 minutes. Évidemment, c'est gratuit. Hein. Je vais vous mettre le téléphone si jamais vous voulez appeler notre standard. Ça sera avec grand plaisir. Alors, les 4 lois, donc alors il y en a même 6, vous allez voir. Donc, il y a Murphy, mais vous allez avoir les slides, hein, et puis comment dire, et puis l'enregistrement. Hein. Donc, Murphy, Pareto, Parkinson, Laborit, Illich et Carlson. Vous allez voir. C'est très intéressant. Ça paraît rien, mais l'avoir en tête, ces 6 lois-là, c'est super important. Est-ce que vous avez un conseil pour les devs freelance qui devent seuls dans leur coin, dont je fais partie? Je dev, je gère mon temps, j'annonce les délais, etc. On peut en parler, hein, bien entendu. En général, comme vous faites tout, vous avez des problématiques de priorisation de tâches, de communication, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être discutées. Priorisation des tâches, vous avez plein d'outils qui permettent de vous économiser un tout petit peu de temps. Et en communication, on peut améliorer également les canaux de communication utilisés parce que parfois ça vous fait gagner du temps aussi. Mathias, un conseil en particulier pour ce genre de profil? Alors, quel genre de profil, dites-moi? Quelle peut être une suite à une formation Scrum? À la question dessus, Dev? Oui, d'accord. Okay, ça marche, pardon. Alors, quelle est peut-être une suite à la formation Scrum? Une suite à la formation Scrum. Donc, moi, ce que je conseille toujours auprès des freelances, parce que vous pouvez être amené très probablement à jouer le rôle de Scrum Master ou de Product Owner, parfois alternativement, c'est d'aller chercher les 2 certifications, Scrum Master et Product Owner. Donc, voilà, nous, on a une formation qui fait ça, bien entendu. C'est juste pour vous dire que ça existe, hein, et donc pas forcément de pousser nos produits, mais ça existe. Je vous remets le truc. Si je retrouve la slide, voilà, cette formation-là, par exemple, elle permet de faire les deux certifs. Et avoir les 2, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué qu'en avoir une seule, parce que le niveau d'effort est quasiment le même. Une fois que vous avez fait l'effort pour aller chercher une certif, l'autre, il est quasiment apporté. Et puis ensuite, c'est de remplir une mission. C'est parti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Laurent, quand on fait une formation Scrum, on apprend la méthode, mais lorsque la méthode est là, le rôle devient axé sur la facilitation. Or, les formations Scrum, en tout cas celles que j'ai eues, ne parlent pas de la facilitation.
Quel est votre conseil? Mais si, la facilitation, c'est un des deux grands rôles en fait du Scrum Master. Faciliter et puis impediment remover, comme on dit en français, c'est-à-dire faire en sorte que tous les obstacles soient retirés. Donc il y a les deux aspects, c'est super important. Et c'est pour ça que les Scrum Masters, en fait, ne sont pas vus comme étant des facilitateurs. C'est qu'à un moment donné, ils laissent tomber parce qu'ils n'ont pas le position de management qui va bien dans l'entreprise et donc ils ne sont pas écoutés comme ils devraient l'être. Encore une fois, c'est pour ça que les coachs agiles sont apparus quelque part. Mais la facilitation, c'est super important et c'est important pour vous parce que ça va vous permettre de faire un meilleur travail, un travail plus intéressant et plus performant. Alain, le digital peut-il aider cette démarche? Oui, il y a plein d'outils, hein, évidemment, de développement logiciel. Vous avez des Jira, vous avez les Taiga, vous avez les Confluence, et des tas d'outils qui sont couplés à des systèmes de gestion de projet comme Monday.com, comme Asana, etc., qui vous permettent d'outiller tout ça. Mais la problématique, c'est pas une problématique d'outils, c'est une problématique d'organisation. Vous pouvez mettre n'importe quel outillage en face, le truc qui va connecter automatiquement votre user story avec les tests, machin, c'est très bien. Mais si le mindset, il n'est pas là, si les gens sont pas bien formés et si on partage pas une vision commune, l'outil ne marchera pas, il résoudra pas le problème. En fait, l'outil, c'est juste un moyen. Ces certifs sont valables pendant un certain temps ou c'est à vie? C'est à vie. Donc, profitez-en. Manuel, en méthode agile, les devs sont-ils censés faire des estimations sur les US? Ah, mais absolument. Il n'y a même que eux qui peuvent faire cette évaluation. Il n'y a personne d'autre qui peut faire les évaluations des US. Le Scrum Master, c'est un facilitateur, c'est un impediment remover. C'est pas du tout quelqu'un qui est technique. Enfin, il n'est pas censé être technique. Et donc, du coup, il n'y a que l'équipe de développement qui peut faire ces estimations. Fatima, combien de temps pour une certif? Comptez une vingtaine de jours à 1 heure par jour. Alors, c'était en présentiel. Vous pouvez le faire en présentiel si vous voulez. Ça se fait en 3-4 jours avec les certifications, mais c'est toute la journée. Donc, c'est 4 jours de prestations que vous pouvez évidemment pas facturer. Mais derrière, si vous le faites en digital, par exemple chez nous, vous pouvez le faire en filigrane, en plus de votre travail ou à des moments faibles, ou alors quand vous avez une demi-journée de non facturé ou ce genre de choses-là, ou de non booké, ou le soir, ou le week-end, ça arrive aussi. Et du coup, ça, vous pouvez le faire quand vous voulez, et à 1 heure par jour, ça vous fait une vingtaine de jours en gros, puisque c'est une vingtaine d'heures. Et vous avez les 2 certifs dedans. Alors, Alain, merci beaucoup, ça me fait très, très plaisir. Laurent, je pensais surtout aux outils pour faciliter les réunions, notamment les brainstorming type Château de Bonneau, pour enseigner en formation Scrum, d'autres formations, le faire pour l'aide. En fait, après, alors c'est une très très bonne remarque. Nous, les chapeaux de la créativité, on y pense, mais il n'y a pas une demande énorme dessus, donc du coup, on n'a pas encore mis au catalogue. Mais vous voyez, vous connaissez déjà les trucs. En fait, ce qui fait qu'une réunion est productive, c'est que quand elle est préparée, quoi. Hein, c'est une énorme porte ouverte, mais combien de réunions ont lieu où les gens se pointent, ils savent pas ce qu'ils viennent y faire, où on ressent sur la moindre décision, sans note, etc. Alors que maintenant, on a tout l'outillage pour le faire. Maintenant, le compte rendu de réunion, il peut être fait au fur et à mesure de la réunion. On peut s'y mettre à plusieurs avec les Google Sheets, etc. Maintenant, c'est possible. Et ça change la vie. Une réunion préparée, c'est bien sûr une réunion qui est beaucoup plus efficace. Il y a des meet-ups qui aident beaucoup sur ces sujets. Oui, il y a plein de choses qui existent sur Internet. Et puis, il y a de la lecture. Voilà, c'est les chapeaux de la créativité, tous ces livres-là de Bono, là, ils sont excellents là-dessus. Est-ce qu'il reste quelques questions? Il est déjà quasiment 14 heures. Je suis pas sûr de ne pas avoir massivement débordé. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je vous en prie. Je redonne la main. Merci beaucoup, Marc-Noël. Je vous en prie. Ouais, vraiment super intéressant et en plus super interactif. Donc, un grand merci à vous et aussi aux participants. En même temps que vous échangez encore, s'il y a quelques dernières questions, comme on le disait, vous pouvez avoir accès au Malte Academy au replay sur notre site Malte Academy. Si vous souhaitez faire comme Marc-Noël et animer une Malte Academy sur tout autre sujet, n'hésitez pas à nous envoyer vous pouvez cliquer plutôt sur le site et la section devenir speaker sur Malte Academy. Et encore merci et à très bientôt pour une nouvelle Malte Academy dans tous les cas. Ça me paraît bon sur les questions, sur les échanges.
Allez, très bon après-midi à tous. Au revoir. Au revoir.